Tout le monde a entendu parler de l'histoire de Mahatma Gandhi qui a conduit l'Inde à se libérer de la domination britannique, n'est-ce pas? Quand on pense à lui, on imagine immédiatement son apparence bienveillante et son image de protestation par le jeune. Gandhi est respecté pour avoir dirigé de nombreux mouvements pacifiques, mais comme on dit, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Si vous avez déjà fait quelque chose de vraiment mauvais, il est impossible de le cacher. Ces dernières années, de nombreuses histoires concernant Gandhi ont été découvertes. En 2018, l'Université du Ghana a même retiré sa statue de Gandhi, se demandant s'il était en réalité raciste. Il avait aussi des idées désordonnées et immorales sur le sexe. Il était même nu, couché sur le lit avec sa nièce. Diverses révélations sombres ont choqué la vision du monde entier. Comment la figure presque parfaite présentée dans les manuels scolaires commence-t-elle à se désintégrer ? Aujourd'hui, jetons un regard différent sur celui que l'on appelle le Mahatma Gandhi. Vous avez déjà vu Parasite ? Il y a une réplique classique « Si j'avais de l'argent, je pourrais aussi être gentil ». Cette phrase est totalement le reflet de la vie de Gandhi, ce qui lui a permis d'explorer pleinement et de devenir un leader dans le cœur des gens. En 1869, Gandhi est né à Porbandar, en Inde, dans une famille de classe moyenne. Son père était le premier ministre de l'État local, donc il était considéré comme un petit prince dès son enfance. Il était habitué à être servi sur un plateau d'argent et à avoir la carte blanche. Sa seule préoccupation était de savoir ce qu'il mangerait le lendemain. Comme dans d'autres familles riches, s'accorder sur le même statut social était évidemment très important. À l'âge de 13 ans, les parents de Gandhi lui ont soigneusement choisi une fille pour se marier, mais les deux enfants ne savaient absolument pas ce qu'était le mariage. Ils pensaient simplement que c'était un jour où l'on pouvait manger des bonbons et porter de nouveaux vêtements. Cependant, ce mariage a eu une influence importante sur Gandhi dans le futur. Quand il avait 15 ans, à un âge où les hormones font des leurs, son père est décédé par un triste hasard. Cependant, au moment où son père a rendu son dernier souffle, Gandhi, à ce moment précis, était en train de faire le sport en chambre avec sa femme. Cela l'a empêché de voir son père une dernière fois. Cela a été un choc pour lui et cela a façonné sa vision de la sexualité, qui est devenue de plus en plus obsédée. En 1888, grâce aux relations de sa famille, Gandhi, alors âgé de 18 ans, se rend à Londres, Angleterre, pour étudier le droit. C'était assez rare à l'époque, car l'Inde était encore sous domination britannique et subissait une exploitation continue. Le fait de pouvoir étudier dans le pays colonisateur montrait que la famille de Gandhi occupait une position sociale exceptionnelle. Dès son arrivée dans la métropole de Londres, Gandhi a été exposé à diverses philosophies occidentales. Le végétarisme et la non-violence l'ont profondément marqué, d'autant plus que sa mère lui avait inculqué de nombreuses idées religieuses depuis son enfance. Ces philosophies et religions sont progressivement devenues une partie de son caractère, influençant ses divers mouvements en Afrique du Sud et en Inde. Et il a également commencé à vénérer une pureté à la fois mentale et physique. Tu pensais que Gandhi, après avoir étudié à Londres, a immédiatement dirigé l'indépendance de l'Inde ? Ce n'est pas si simple. En fait, il a aussi eu une période difficile après ses débuts dans le monde du travail. Après avoir obtenu son diplôme en droit, il est retourné dans sa ville natale pour essayer de trouver un emploi dans le domaine juridique. Cependant, les lois locales en Inde étaient un peu différentes de celles qu'il avait apprises en Angleterre. Lui, qui était naturellement bienveillante, n'aimait pas non plus se disputer avec les autres au tribunal, ce qui le mettait un peu mal à l'aise. Heureusement, un homme d'affaires indien a reconnu ses talents et l'a envoyé travailler en Afrique du Sud, également une colonie britannique, où il est resté pendant 21 ans. C'était non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie. En 1893, Gandhi a commencé à vivre en Afrique du Sud. Un jour, il a pris un train. En tant qu'avocat, il était bien sûr en première classe. Mais un employé, voyant la couleur de sa peau, a immédiatement supposé qu'il n'était pas qualifié pour être en première classe et lui a demandé de changer pour un siège inférieur. Et qui je suis ? Je suis Gandhi, je suis un gentleman, avec un salaire mensuel de 105 livres sterling, soit plus de 4 000 $ américains. Un billet en première classe, ce n'est rien pour moi. Alors Gandhi reste assis sur sa chaise, refusant absolument de se lever. Il a été expulsé du train. Le cœur de Gandhi était blessé. Jamais il n'aurait imaginé que la discrimination raciale pourrait se manifester contre lui de manière si cruelle. Cet événement a amené Gandhi à réfléchir à l'injustice et à la discrimination dans la société coloniale. Il pensait au début d'abord les Britanniques, puis les Indiens, mais il a progressivement réalisé qu'il n'était pas qualifié pour être britannique et n'était pas pris en compte par les colonisateurs. Même aujourd'hui, une personne éduquée comme lui peut rencontrer ce genre de situation. Les autres compatriotes indiens doivent aussi en faire l'expérience. C'est ainsi qu'il a commencé à servir de représentant pour la communauté immigrée indienne locale, luttant pour leurs droits. Cela a marqué le début de son éveil politique. En Afrique du Sud, Gandhi ne se contentait pas d'être avocat, il s'est rapidement engagé dans le mouvement pour les droits de l'homme, en particulier en résistant à la loi sur l'enregistrement des Asiatiques. Cette loi exigeait que tous les Indiens locaux portent une pièce d'identité à tout moment pour des vérifications, ce que Gandhi considérait comme une loi insultante à l'égard des Indiens. Pourquoi les Blancs n'avaient-ils pas à subir des contrôles constants ? Alors, il a décidé d'utiliser le mouvement de non-coopération pour sensibiliser le public à cette législation, essayant par des moyens pacifiques d'obtenir l'égalité qu'il désirait.
Par exemple, former des équipes de secours pendant la guerre ou organiser activement des actions pour s'opposer à l'adoption de lois portant atteinte aux droits de l'homme. Cette forme spéciale de résistance a réussi à attirer l'attention de la communauté internationale, faisant que le monde commence à se concentrer sur le traitement injuste des Indiens sud-africains, et lentement, son nom a été connu de plus en plus de gens. Les 21 ans de Gandhi en Afrique du Sud peuvent être considérés comme son camp d'entraînement pour devenir le Mahatma de l'Inde plus tard. Grâce aux bénédictions de ses ancêtres, Gandhi a eu la chance de se rendre à Londres pour élargir ses horizons et apprendre les idées progressistes occidentales. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire de se donner autant de mal. Il y a une bonne chose qui vous permet de discuter joyeusement avec des enseignants d'Afrique du Sud et de Londres, sans même quitter le pays, c'est Amazing Talker. Nous espérons que vous apprenez beaucoup grâce à cette vidéo. Et en parlant d'apprentissage, cette vidéo est sponsorisée par Amazing Talker, notre plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez y trouver un prof particulier pour presque tout, comme l'anglais et bien sûr d'autres langues. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir 10 $ ou environ 9 € dans l'inscription. Maintenant, retour à la vidéo. Les actions de Gandhi en Afrique du Sud sont rapidement arrivées aux oreilles des dirigeants politiques indiens de l'époque, notamment Gopal Krishna Gokhale. En 1915, Gokhale l'a vivement invité à revenir en Inde pour aider à libérer l'Inde de la domination coloniale britannique et à poursuivre l'indépendance et la liberté de l'Inde. Dès que Gandhi l'a entendu, il a immédiatement levé la main et dit « Je sais répondre à cette question ». L'Inde a subi une exploitation économique et une oppression culturelle prolongée par les Britanniques. La conscience d'autonomie du peuple s'éveillait de plus en plus, et tout le monde croyait que l'engagement de Gandhi était la clé pour renverser la situation. Il a été fortement soutenu par le Congrès national indien, ANC, qui s'est consacré à promouvoir le mouvement pour l'indépendance, et les deux ont commencé à collaborer étroitement. Gandhi a commencé à voyager à travers l'Inde, observant attentivement la vie et les besoins du peuple, et en utilisant les stratégies qu'il avait apprises en Afrique du Sud, il a prôné les idées de résistance non violente et de désobéissance civile. C'est dans ce contexte que le mouvement de non-coopération, considéré comme l'un des plus célèbres de Gandhi, a vu le jour. Ensuite, en 1919, à ce moment-là, la foule a protesté à Jallianwala Bagh, demandant au gouvernement de libérer 2 dirigeants politiques arrêtés. Cependant, le gouvernement britannique a réprimé brutalement en ouvrant le feu sur la foule de manifestants pacifiques, causant des centaines, voire des milliers de blessés et de morts tragiques. Même Winston Churchill, le premier ministre britannique de l'époque, a commenté que c'était horrible. Depuis lors, le peuple indien a officiellement coupé les liens avec l'Angleterre, marquant le début de la voie vers l'indépendance de l'Inde. Cependant, Gandhi n'a pas seulement condamné la violence du gouvernement britannique, mais a également critiqué ses compatriotes pour ne pas avoir utilisé l'amour pour influencer le gouvernement britannique, l'appelant à cesser tous les actes de violence. Gandhi pensait que, pour véritablement s'opposer à une telle injustice, il fallait adopter à l'échelle nationale des actions de non-coopération et de non-violence, afin de montrer leur mécontentement à l'égard de la domination coloniale britannique. Il a commencé à appeler le peuple indien à cesser complètement de soutenir le gouvernement britannique, y compris en refusant d'aller dans les écoles britanniques, en renonçant aux emplois offerts par le gouvernement, en cessant d'acheter des produits importés de Grande-Bretagne, etc. Il a prôné le concept de produire et de consommer local. Il a encouragé l'utilisation des tissus fabriqués en Inde, le khadi, prononcé khadi, pour dire à l'Angleterre que nous, les Indiens, pouvons vivre sans vous et que nous pouvons aussi manger à notre faim et être bien couverts. Un grand nombre d'Indiens ont répondu à l'appel de Gandhi, et le mouvement de non-coopération est rapidement devenu la force centrale du mouvement de résistance indien. Cependant, ce n'est pas tout le monde comprend le concept de non-violence. En 1922, à Chauri Chaura, dans le nord de l'Inde, des manifestants participant au mouvement de non-coopération ont eu une altercation avec la police. Emportés par leurs émotions, ils ont incendié le poste de police, tuant plus de 20 policiers à l'intérieur. Gandhi était bouche bée. « vous ne comprenez pas le sens de la non-violence ?» Très déçu et choqué, Gandhi a décidé de mettre fin au mouvement de non-coopération et a assumé la responsabilité. Il a également été emprisonné par les autorités britanniques pour incitation à la rébellion. Cependant, le pire est encore à venir. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1942, le gouvernement britannique demande aux Indiens de s'enrôler et de porter l'uniforme militaire pour combattre en Europe. Cette demande a été une gifle, un coup direct aux militants pour l'indépendance. Non seulement ils ne pouvaient pas obtenir l'indépendance, mais maintenant ils devaient aussi aller se battre pour la Grande-Bretagne. La décision britannique a immédiatement provoqué une vive réaction parmi les Indiens. Gandhi s'est rapidement organisé et a lancé le mouvement Quit India, demandant à la Grande-Bretagne de mettre fin immédiatement à la domination coloniale et de rentrer chez elle. Sans surprise, Gandhi a rallié beaucoup de gens et le peuple est descendu dans la rue pour protester. Ayant vécu la campagne de non-coopération précédente, le gouvernement britannique a également tiré des leçons. La non-violence ne fonctionne pas. Ils ont rapidement pris des mesures sévères, réprimant violemment les manifestants. Gandhi et la plupart des leaders indiens ont été arrêtés un par un. Cependant, le cœur du peuple qui aspire à l'indépendance n'a pas été abandonné. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait besoin d'une période de guérison pour reconstruire son propre pays et faire face à une pression économique sévère. Pris dans ses propres problèmes, il devait aussi affronter le mouvement pour l'indépendance en Inde, qui causait des disputes constantes, commençant à considérer l'Inde comme un casse-pied. Enfin, il a décidé de rompre avec l'Inde, dire au revoir. C'est inattendu. Maintenant, l'Inde peut enfin être indépendante, mais les gens de la colonie se demandent soudainement « Sommes-nous vraiment une famille ?»
Gandhi, qui pensait que tout le monde était indien et qu'il fallait bien s'entendre, a insisté pour ne pas vouloir la partition avec les musulmans. Mais ils étaient très gênés et voulaient juste dire à Gandhi « Ne faites pas semblant d'être aussi intime avec nous ». Les musulmans ont insisté pour se séparer de l'Inde majoritairement hindoue. Cela a même provoqué de graves conflits religieux, entraînant la mort de nombreuses personnes. En 1947, face à des divisions internes de plus en plus graves, même Gandhi, le monsieur compréhensif, a dû faire des compromis et, sous la coordination du vice-roi britannique de l'époque, a fait passer la loi sur l'indépendance indienne. Le Royaume-Uni a décidé d'adopter le plan de partition. Arrêtez de vous battre. Si vous voulez vous battre, allez au studio de danse. La partition de l'Inde a donné naissance à 2 pays indépendants, l'Inde et le Pakistan, qui sont devenus respectivement la patrie des hindous et des musulmans. Cependant, cette séparation brutale et violente a forcé des millions de personnes à migrer, et des dizaines de milliers ont perdu la vie dans des conflits religieux. Cela a beaucoup affecté Gandhi. Comment se fait-il que les disputes continuent même après l'indépendance? Finalement, il a décidé de ne pas manger tant que tout le monde ne se réconcilierait pas, laissant chacun décider si la dispute est importante ou si je suis important. Et dans certaines régions, le chantage émotionnel a vraiment fonctionné. Les conflits se sont lentement apaisés. En fait, ce résultat de division a rendu les partisans extrémistes de l'hindouisme très mécontents. Ils pensaient que Gandhi était trop facilement influençable. Comment pouvait-il permettre que le Pakistan, principalement musulman, devienne indépendant de mon Grand Inde? Alors, leur haine envers les musulmans s'est reportée sur Gandhi et finalement, cela a éclaté le 30 janvier 1948. Cet après-midi-là, à la maison Birla de Nouvelle-Delhi, Gandhi se préparait pour la prière du soir. Vêtu d'une robe blanche et arborant un sourire doux, il se dirigeait vers la cour. Soudain, un extrémiste hindou, Nathuram Godse, s'est précipité sur Gandhi. Après lui avoir fait une légère révérence, avant que tout le monde n'ait eu le temps de réagir, il a tiré sur Gandhi. Après avoir été touché, Gandhi, au moment de tomber, a murmuré « Ô Dieu !» et n'a plus jamais ouvert les yeux. Les funérailles de Gandhi ont attiré des dizaines de milliers de personnes, venues du monde entier, montrant qu'il était déjà devenu un leader spirituel mondial. Le porte-parole de la résistance non violente, à la fin, la violence lui a ôté la vie. Donc la soi-disant résistance non violente, ça sert à rien? Clairement, on n'est pas les seuls à se poser cette question. Au fil du temps, de plus en plus de voix critiques ont commencé à émerger, remettant en question l'image non violente de Gandhi, la jugeant inexacte et pas vraiment une protestation efficace. Objectivement, Gandhi a vraiment réussi à mobiliser les gens ordinaires en Inde et à élever la hauteur morale du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, recevant des éloges très positifs à l'international. Cependant, faire la révolution, ce n'est pas comme inviter quelqu'un à dîner, et les compliments ne peuvent vraiment pas être mangés. Le mouvement de non-violence a été totalement incapable de forcer le gouvernement britannique à entreprendre des réformes immédiates et concrètes. Le gouvernement britannique n'a accordé aucune importance au boycott populaire. Et à cause de la grande notoriété de Gandhi, beaucoup de gens ont oublié qu'en fait, dans le mouvement d'indépendance de l'Inde, il n'y avait pas que lui qui travaillait dur, mais il a pris tout le crédit. De nombreux critiques à l'égard de Gandhi estiment que l'indépendance de l'Inde n'est pas uniquement le fruit de la non-violence, mais que les mouvements armés ont également joué un rôle déterminant. En particulier, lorsque les gens faisaient face à une répression brutale, Gandhi exhortait souvent les gens à accepter la mort avec calme. Cette forte aversion pour le conflit et cette tendance à rester en retrait se révèlent vraiment impuissantes face à la violence, car après tout, les balles ne font pas de distinction. Qu'importe si vos vêtements sont fabriqués en Angleterre ou en Inde, elles peuvent toutes vous atteindre. Concernant les critiques de Gandhi, ainsi que ses commentaires sur la période de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Juifs en Allemagne ont été victimes du génocide perpétré par le régime nazi d'Hitler, lors d'une interview avec l'auteur de la biographie de Gandhi, ce dernier a suggéré que les Juifs devraient faire face à la persécution nazie par des moyens non violents, allant même jusqu'à les appeler à un sacrifice collectif pour éveiller la conscience des Allemands. Gandhi a dit « Hitler a tué 5 millions de Juifs, c'est le plus grand crime de notre époque. Mais les Juifs auraient dû se livrer au couteau, auraient dû sauter de la falaise dans la mer, cela aurait pu réveiller le monde et le peuple allemand, car de toute façon, ils ont perdu des millions de personnes. » Franchement, c'est n'importe quoi. C'est facile de juger quand on n'est pas dans la peau de l'autre. Les Juifs faisaient face à une persécution et un massacre complet. Les nazis ne s'en préoccupaient pas si vous étiez violent ou non. Tant que vous étiez juif, vous seriez mis dans un train vers un camp de concentration et ensuite tous tués. Des déclarations comme celle de Gandhi font se demander s'il comprend la gravité de la situation. La désobéissance civile non violente a ses avantages, mais cela ne signifie pas qu'elle soit applicable dans tous les cas. Dans l'Inde moderne, bien que beaucoup de gens considèrent encore Gandhi comme le Mahatma du pays, de plus en plus de gens commencent à réfléchir sur l'image de Gandhi. Cependant, ce qui a fait chuter Gandhi de son piédestal, ce n'est pas seulement son attitude face à la Shoah, mais aussi son côté hypocrite. Vous vous souvenez que nous avons dit que son éveil politique était parce qu'il avait subi de la discrimination raciale en Afrique du Sud? Mais cette histoire n'est pas complètement racontée, il y a une autre partie, c'est que lui-même était en fait un raciste. Gandhi a utilisé une carte inverse. C'est vrai, oui, quand il était en Afrique du Sud, il a lancé une série de luttes pour protéger les droits des Indiens. Mais comme nous l'avons mentionné, ses actions à cette époque n'étaient pas dirigées contre tous les groupes opprimés, mais se concentraient sur l'obtention d'un meilleur traitement pour les Indiens par rapport aux Noirs locaux.
Apparemment, ce qui l'énervait, ce n'était pas seulement que les Indiens étaient vus comme des citoyens de seconde classe, mais aussi qu'ils étaient considérés au même niveau que les Noirs. Il avait plusieurs fois adressé des pétitions aux autorités coloniales demandant que les Indiens jouissent du même statut que les Européens et ne soient pas mis sur le même plan que les Noirs. Lors d'un discours en 1896, il s'est même plaint que le gouvernement colonial britannique abaissait les Indiens au niveau primitif des Cafres. Le terme « Cafre », tout comme le mot commençant par « N », est une insulte extrêmement grave envers les Noirs. Il semblerait qu'à ses yeux, l'égalité signifie pouvoir s'élever aux dépens des autres. Cependant, certains défenseurs disent que c'était son discours de jeunesse. Il était encore trop jeune pour comprendre. Gandhi, au fil du temps, a progressivement développé des perspectives humanistes plus larges et s'est positionné comme un défenseur de l'égalité de toute l'humanité, étendant ses idées d'égalité aux Noirs d'Afrique. Cependant, ce passé sombre est devenu une tache indélébile en Afrique. En 2016, à l'Université du Ghana, au Ghana, une statue de Gandhi a été installée sur le campus pour symboliser l'amitié entre l'Inde et le Ghana. Cependant, cela a provoqué l'indignation des étudiants et des enseignants, qui considéraient que Gandhi n'avait pas sa place ici. Ils ont donc organisé une manifestation et, en 2018, ont réussi à démonter eux-mêmes la statue de Gandhi, renversant ainsi ce raciste. L'événement à l'Université du Ghana a ajouté de nombreuses nuances à l'image historique de Gandhi. Il est à la fois un pionnier du mouvement non-violent, mais aussi une personne avec des préjugés et des idées fausses. Bien que personne ne soit parfait, étant donné que Gandhi est appelé Mahatma, tout ce qu'il a fait mérite d'être examiné attentivement. Au fur et à mesure que tout le monde commence à découvrir la vraie nature de Gandhi, de plus en plus d'événements effrayants sont découverts. C'est terrifiant. Vous souvenez-vous qu'en racontant la vie de Gandhi, nous avons mentionné que son père est décédé lorsqu'il avait 15 ans. Cependant, il a manqué de voir son père une dernière fois parce qu'il était en train d'avoir des relations avec sa femme. Cet événement l'a profondément bouleversé, au point qu'il a commencé à considérer le sexe comme un péché. Pris de remords, il a décidé de vivre dans la chasteté pour guérir son enfant intérieur. Dans sa conception, le désir sexuel humain est une faiblesse, non seulement parce qu'il l'a privé de son père, mais aussi parce qu'il distrait les gens. Ainsi, sa quête de l'abstinence est devenue extrême, croyant qu'une abstinence totale pourrait l'aider à atteindre une purification spirituelle. Plus tard, il a même mené une série d'expériences extrêmes pour vérifier son contrôle sur ses désirs sexuels. Il a plusieurs fois partagé le lit nu avec de jeunes femmes, y compris sa propre nièce. Le but était de tester sa capacité à ne pas succomber à la tentation sexuelle, de dépasser l'animalité pour atteindre un nouvel état d'esprit. Ces soi-disant tests, ce n'était pas simplement un exercice de dormir nu. Gandhi demandait également à ses partisans de se baigner ensemble, de se frotter le dos et de se masser mutuellement par un contact physique direct afin de tester à nouveau leur capacité de résistance. Ses partenaires de sommeil et de bain allaient de sa nièce Manu, âgée de 17 ans, à la sœur de son secrétaire, ainsi qu'à d'autres disciples aussi. Beaucoup n'ont jamais remis en question ces pratiques en raison de leur confiance en lui. Certaines personnes s'y sont opposées à l'époque, mais cela n'a servi à rien. Avec l'énorme influence de Gandhi sur la scène politique, révéler cela n'aurait-il pas compromis le processus d'indépendance? Pour Gandhi, ces jeunes filles mineures étaient simplement des sujets d'expérimentation, leur volonté et leur pression étant ignorées. Tant mieux pour lui, il a réussi dans son ascétisme. Sinon, qu'aurait-il pu se passer? Une question qu'on n'ose pas imaginer davantage. Ce n'est pas surprenant qu'il agisse ainsi, en réalité, car il est fondamentalement un misogyne. Il considère naturellement les femmes comme des cobayes. Si l'on examine ses déclarations passées, on peut souvent ressentir son mépris pour les femmes. Il a même rasé les cheveux de femmes de ses propres mains et a fortement recommandé qu'elles s'habillent simplement pour ne pas attirer l'attention des hommes et pour éviter d'être ciblées par des agresseurs. Ces discours de « c'est pour ton bien » sont aujourd'hui perçus comme une façon de faire porter la responsabilité de la violence sexuelle aux femmes, considérant qu'elles devraient assumer la responsabilité d'éviter d'être agressées, en ignorant manifestement la responsabilité des agresseurs, ce qui revient à blâmer complètement les victimes. Non seulement cela, il dit aussi publiquement que les femmes devraient rester chastes, que l'abstinence augmenterait les niveaux moraux, et que la valeur des femmes réside dans leur capacité à endurer la douleur et le sacrifice. Le plus choquant, c'est qu'il pense que les femmes qui ont été violées perdent leur valeur en tant qu'êtres humains. Selon lui, il serait raisonnable pour un père de famille de tuer sa fille victime d'abus pour préserver l'honneur. Ces points de vue montrent que, selon Gandhi, les femmes sont subordonnées aux autres, sans droit à la parole, et doivent se conformer aux instructions des autres. C'est une expression typique du chauvinisme dans une société patriarcale, plaçant les femmes dans une position passive. Il y a aussi ceux qui pensent que les actions et les paroles de Gandhi reflètent, dans une certaine mesure, l'inégalité des sexes dans la société indienne et qu'il doit en être tenu responsable, car même aujourd'hui, les femmes en Inde sont confrontées à diverses menaces de violence. En tant que leader de si haut rang, Gandhi a pris l'initiative d'opprimer les femmes, donnant ainsi le mauvais exemple aux jeunes.
Après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être aussi nostalgique. Gandhi, autrefois considéré comme un leader spirituel national avec un statut si élevé, a aussi eu un jour où son image s'est effondrée. En tant que leader, Gandhi a influencé l'Inde à de nombreux niveaux, et même au niveau international. Par exemple, ses actions ont inspiré des leaders comme Mandela en Afrique du Sud et Martin Luther King aux États-Unis, parmi d'autres militants des droits civiques noirs. Mais maintenant, nous devons savoir que créer des icônes est une chose dangereuse. Il faut examiner et critiquer plus rigoureusement avant d'attribuer des étiquettes comme Saint-Héros ou Saint-Homme. Ce n'est pas seulement la responsabilité des historiens, mais aussi celle de chaque personne moderne. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos idées ci-dessous, abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de nous laisser un like ou de partager avec vos amis qui aiment l'histoire. Découvrez plus d'histoires amazing. Le terme indien désigne habituellement les habitants de l'Inde, mais il est aussi utilisé pour les Indiens d'Amérique. Cela remonte à Christophe Colomb, qui, en atteignant les Amériques, croyait avoir atteint l'Inde et nomma ainsi les autochtones. Ce malentendu est désormais résolu et il est incorrect d'appeler les autochtones des États-Unis indiens. On doit les nommer amérindiens ou autochtones d'Amérique. Il est très irrespectueux d'appeler les Amérindiens des Indiens. Vous voulez apprendre plus d'anglais pratique? Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un bon de réduction à durée limitée pour apprendre l'anglais avec le professeur le plus adapté.